Bonjour et bienvenue à cette classe de maître. La série Classe de maître est une initiative de la division Travail et organisation du Regroupement québécois de psychologie positive. Cette série vous propose des entretiens avec des personnes chevronnées en psychologie positive appliquées en contexte organisationnel. Ces personnes sont des spécialistes en recherche ou en intervention pratique. Chaque classe de maître s'adresse à un public familier avec le thème choisi et permet d'approfondir ce thème spécifique, de partager et d'échanger sur leurs expériences et cas vécus, de transmettre les apprentissages et leçons apprises à travers leurs expériences et recherches, permet enfin d'explorer les pistes de développement et de recherche. Bon visionnement. Bonjour à tous, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. On est aujourd'hui avec la classe de maître avec Charles-Martin Crum. Un grand merci tout d'abord, Charles, de te joindre à nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Je prends le temps de te présenter un petit peu, Charles. Charles-Martin Crum, qui est professeur de psychologie sociale, de la santé et des organisations à l'École des psychologues praticiens de Paris, qui est aussi président de l'Association française et francophone de psychologie positive, fellow de l'International Positive Psychology Association et qui est auteur aussi de multiples livres, ouvrages collectifs et articles scientifiques en psychologie positive, également récipiendaire de nombreux prix et distinctions. Encore une fois, Charles, je te remercie d'être avec nous, de prendre du temps, c'est vraiment un plaisir. Ce que je voulais discuter avec toi aujourd'hui un petit peu, c'est ta position en de la psychologie positive. Qu'est-ce qui t'a amené vers la psychologie positive? Comment tu vois les choses actuellement? C'est quoi ton positionnement aussi par rapport à l'avenir de la psychologie positive, puis qu'on puisse échanger là-dessus, étant donné justement ta position actuellement, tes connaissances, ton réseau aussi qu'on connaît qui est très élargi. Je trouve que c'est un privilège de t'avoir avec nous, puis qu'on puisse échanger justement sur ces différents sujets. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Philippe, merci pour l'invitation, c'est sympa. Ça fait toujours plaisir de parler de psychologie positive. C'est effectivement quelque chose qui me passionne. Il y a plusieurs questions là, qui ont été posées. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Ce qui m'a amené vers la psychologie positive, je pourrais dire le hasard. Mais en fait, non, c'est mon directeur de thèse qui m'a amené à participer au premier congrès européen de psychologie positive en 2002 à Winchester. Et c'est grâce à lui vraiment que j'ai participé à ce premier congrès qui avait eu lieu là. Sachant que j'ai commencé à échanger par mail dès les années 90 avec Marty Seligman, parce qu'en amont, j'avais commencé à travailler sur les styles explicatifs, j'avais commencé à travailler sur la résilience en environnement plutôt scolaire ou sportif. Donc, à l'époque, Internet, oui, quand on dit à l'époque, Ça commençait. ça commence à pas être bon. Mais pourtant, c'est vrai, à l'époque, Internet, ça ne fonctionnait pas très bien, donc c'était par courrier. J'ai échangé par courrier tout départ avec Marty Seligman. Et puis, j'ai continué à travailler sur les styles explicatifs dans un premier temps. Et puis après, j'ai ouvert sur d'autres types de variables. Mais c'est vraiment la connexion résilience, style explicatif avec les travaux de Marty Seligman. Le point de départ, ça a été ça, sur des interrogations d'un professeur d'éducation physique et sportive, parce que j'étais tout d'abord professeur d'éducation physique et sportive, ça c'est mon premier métier. Et j'ai aussi été athlète de haut niveau, comme toi tu étais en natation, moi j'étais en aviron. C'est un peu tout le temps les mêmes schémas de personnes qui, face à l'adversité, sont capables de rebondir, sont capables après d'avoir à nouveau de bonnes performances, et puis à l'inverse, d'autres qui s'écroulent. Donc, c'était mes questions de recherche de départ, quoi. Voilà, et ça me tient depuis 1995 maintenant, finalement. Wow, c'est vraiment exceptionnel. Ça veut dire que tu échangeais de façon manuscrite avec Martin Seligman dès les années 90? Oui. Wow. Ouais, j'ai conservé ces lettres précieusement parce que j'allais te demander. C'est vraiment. Puis il a toujours été très sympa, quoi. Enfin, parce qu'il a toujours répondu.
on pourrait imaginer qu'une personne comme lui, avec la notoriété qu'il a, n'allait pas forcément me répondre à moi, qui ne connaissait pas, quoi. Et en fait, il a tout de suite répondu, il a tout de suite accepté de m'envoyer des documents qui n'étaient pas publiés, par exemple, de m'envoyer des résultats de recherche qu'on pouvait trouver qu'auprès de lui, quoi. Et donc, ça m'a vraiment rendu énormément service. Et j'ai vraiment apprécié. Puis du coup, ça m'a encouragé aussi à poursuivre dans cette voie-là, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Donc, ton intérêt pour la psychologie positive s'est fait un peu graduellement à travers tes contacts avec Martin Seligman, avec ton intérêt pour tout ce qui était résilience, la performance, etc. Oui, Puis, ça a vraiment démarré comme ça, effectivement. Et puis, avec des problématiques éducatives. Moi, j'ai été dans un lycée professionnel en France. Donc, un lycée professionnel, en général, c'est des élèves sans difficulté. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de trouver des moyens de les tirer vers le haut, de les faire progresser. Ça, c'était des vraies interrogations de terrain que j'avais, qui venaient se combiner aussi aux interrogations de Philippe Sarrazin, qui était mon directeur de thèse à l'époque, parce que je ne l'ai pas cité, mais Philippe Sarrazin, qui a été extrêmement important pour moi au départ, qui m'a mis le pied à l'étrier, comme on dit en France. Je ne connais pas l'équivalent québécois. Mais bon, cette l'expression vous fera sans doute autant rire que moi, les vôtres me font rire. J'aime bien, c'est amusant. Donc, oui, tout à fait. donc, il m'a mis le pied à l'étrier et depuis, je suis resté dans cette mouvance où finalement, maintenant, j'ai participé à tous les congrès européens, tous les congrès mondiaux. C'est ce qui m'a permis aussi de tisser les relations, puis c'est ce qui m'a permis de faire ta connaissance. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est dans les différents congrès, différentes rencontres de chercheurs. Ça a été effectivement un plaisir. Puis, je pense qu'on a vu assez rapidement tous les atomes crochus qu'on pouvait avoir là, par rapport à tout ça. Je trouve ça super intéressant. Puis, tu mentionnais entre autres qu'en 2002, ça a été un des congrès pour lesquels là, il y a eu vraiment, j'imagine, une confirmation ou un déclic. Parce qu'à ce moment-là, on se rappelle, la psychologie positive est en train de naître. Donc, j'imagine que tu as vu un peu là, un courant, puis tu te dis, OK, je m'inscris dans ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, alors en plus, c'est l'année où Ilona Boniwell lance le réseau européen. À ce congrès-là, il y avait Mike Csikszentmihalyi qui était là déjà. Il y avait beaucoup d'autres personnalités. Je ne sais pas si Marty était venu. Honnêtement, je m'en souviens plus. Je sais que Mike était là. Et puis, ce qui m'a intéressé dans ce courant, c'est que ça va vraiment à contre-courant de la manière de penser dans la culture française. En France, on a plutôt tendance à voir ce qui ne va pas, on a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, on a tendance plutôt à râler d'une manière générale. Je vois que ça te fait sourire, mais c'est vrai, enfin, dans l'environnement scolaire, les élèves subissent énormément de pression. Même des fois, on se demande si certains enseignants, à force de voir tous les défauts des élèves, seraient ne serait-ce que capables de donner une qualité à un élève. On est vraiment, c'est ça, sur une culture qui est vraiment différente, quoi. Et pour le coup, ça m'a bien interpellé aussi dans ce courant et ça m'a amené à vouloir persévérer, quoi. Je comprends. Il y a quelque chose de rafraîchissant aussi à travers ça, si je comprends bien. Puis en fait, je trouve ça intéressant parce que de mon côté, moi aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré beaucoup. Puis, si je peux faire un parallèle, quand j'étudiais en psychologie au niveau du baccalauréat, c'est comme si je ne trouvais pas de réponse à mes questions de qu'est-ce qui, moi, m'allume en psychologie, à savoir comment on fait justement pour optimiser la santé, comment on fait pour optimiser le bien-être, comment on fait pour optimiser le fonctionnement optimal. Puis on n'avait pas de réponse à ça. Puis je trouvais qu'il y a quelque chose de vraiment rafraîchissant au niveau de la psychologie positive, qui justement là, venait attaquer ces questions-là de front, puis qui disait qu'il y avait des contributions scientifiques et sociales énormes là, qui pouvaient surgir de tout ça. Donc là, on voit là, des années plus tard vers où ça nous mène, puis c'est vraiment intéressant de voir tous les gains et les contributions. Puis moi, je me demandais à travers tout ça aussi, à travers toutes ces années d'investissement-là, puis d'avoir été justement à l'avant-scène du développement de la psychologie positive au niveau international, quel moment t'ont marqué le plus que tu retiens en particulier?
Ben, il y a le moment qui m'a marqué le plus, forcément, c'est quand j'ai été nommé fellow de IPA. Ça, forcément, ça a été un grand moment avec une grande reconnaissance à l'égard du professeur Robert Vallerand, qui a été mon parrain. Donc, donc ça, évidemment, c'est un très grand moment. Après, les moments de rencontre, au moment des congrès, ça a été vraiment, vraiment chouette, quoi. Surtout que c'était d'autant plus important de mon côté de l'Atlantique que la psychologie positive a beaucoup de mal à… Alors, je ne vais pas dire à s'imposer, parce que ce n'est pas ça le but du jeu, mais plutôt à être reconnu. Moi, il faut savoir qu'en 2000, je crois que c'était 2018, 2017, pardon, l'année où je suis venu à Montréal, la dernière fois, cette même année-là, donc en France, j'ai obtenu un poste de professeur d'université. Donc en France, un système de concours, c'est comme une compétition sportive. Donc j'ai été classé premier, c'était moi qui avais le poste. Il y a eu un comité de sélection qui a estimé que c'était moi qui avais le meilleur dossier au regard du poste. Et au final, parce que j'ai publié en psychopositif, parce que j'étais investi dans le champ de la psychopositive, eh bien, ce poste-là, je ne l'ai pas eu, quoi. Le classement, il a été cassé. Et là, j'ai payé le prix assez fort de mon inscription dans le champ de la psychopositive, alors qu'en fait, c'est stupide, puisque pour moi, la psychologie positive, elle s'inscrit dans un champ beaucoup plus large, dans la psychologie, quoi. Il y a des choses qui relèvent de la psychologie positive, mais qu'on retrouve largement dans la psychologie de la santé, psychologie sociale, psychologie cognitive, dans les neurosciences. Donc, pour moi, ça n'a pas lieu d'être, mais en France, ça fonctionne comme ça. Et ça, j'aurais tendance à dire que la valeur du fellow, d'avoir été nommé fellow, ça a pris encore plus d'importance, quoi, parce que autant avoir du mal à avoir une reconnaissance au plan national de la part de mes pairs, des universitaires, d'avoir cette reconnaissance-là à l'international, ça a effectivement eu beaucoup de valeur, quoi. Vraiment beaucoup de valeur. Mais par contre, évidemment, les choses ont maintenant évolué, puisque là où je suis maintenant, c'est justement parce que je travaille, je suis impliqué dans le courant de la psychologie positive, c'est justement grâce à ça que j'ai été recruté. Et puis, j'ai des collègues maintenant qui sont effectivement recrutés sur ce profil psychologie positive. Donc, autant on peut considérer que dans le milieu académique, il y a eu des résistances vis-à-vis de la psychologie positive, autant on se rend compte que ces résistances-là, elles sont en train de tomber, quoi, heureusement, quoi. Mais bon, après, il y a beaucoup de paramètres qui permettent d'expliquer, hein. On a beaucoup de revues de psychologie populaire, quoi, des revues on va dire, de vulgarisation. Et ces revues-là, elles nous font beaucoup de tort. Au même titre que des ouvrages de vulgarisation anglo-saxons qui ont été traduits vers le français, c'est pareil, ils nous ont fait du tort parce qu'ils laissent à penser que la psychologie positive, elle n'est pas scientifique. Alors, même l'ouvrage de Barbara Fredrickson, Love 2.0, même ce livre-là, traduit en français, on a vraiment l'impression d'une psychologie populaire. Et si les personnes ne vont pas sur le site de Barbara pour regarder ces articles scientifiques, pour le coup, effectivement, on pourrait avoir cette impression-là, alors ce qui est complètement faux. Enfin, on sait très bien, la psychologie positive, c'est une psychologie qui s'intéresse à l'administration de la preuve avec des protocoles scientifiques qui sont rigoureux. Ah, tout à fait. C'était d'ailleurs la prémisse de base là, pour la fondation du courant, justement, de se dégager de la psychopop, qui s'intéresse justement au bien-être, etc., pour aller vers vraiment une perspective scientifique, une étude scientifique fondée là, de manière empirique sur les recherches, sur les données, pour s'attarder à toutes ces questions-là, justement, de pleine santé psychologique. Écoute, je trouve ça extrêmement intéressant, puis ça me permet de te féliciter encore une fois là, pour l'obtention du prix du Fellow. Je pense que c'est vraiment mérité, puis ça te permet de te joindre justement aux grands chercheurs comme Martin Seligman, comme Mihaly Csikszentmihalyi, puis comme aussi Ed Diener, donc, qui sont tous justement Fellow. Donc, je pense que c'est un prix, une distinction qui est amplement méritée. C'est un grand honneur, c'est clair. J'étais effectivement très, très honoré, quoi. Ça, c'est évident. Puis,
Je me demandais, Charles, à travers justement ta connaissance par rapport à qu'est-ce qui se fait actuellement, où sont les recherches par rapport à la psychologie positive, en contexte organisationnel en particulier, est-ce qu'il y a des recherches en particulier qui actuellement t'impressionnent ou qui attirent ton attention en particulier, qui te stimulent en tant que tel ou qui t'enthousiasment en particulier, sur lesquels là, tu dirais, ça, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se développer là, de prometteur? Bah, en tant que Français, je devrais être impressionné par les recherches de mes collègues, puis dire que, enfin, être chauvin, quoi, considérer que les Français sont les meilleurs. Mais en fait, bon, j'ai des collègues, effectivement, ils travaillent fort, hein. Je pense à Fabien Fenouillet, Jean Euth, Philippe Sarrazin, même si on ne le voit pas forcément aux premières loges en psychopositive, mais pourtant, il travaille dans le domaine, il publie dans les ouvrages de psychopositive que je co-dirige. Cyril Tarquinio, forcément, voilà. Mais pour moi, les modèles, enfin, les études qui m'intéressent le plus et ce vers quoi j'oriente mes étudiants, bah, c'est de ton côté, c'est de votre côté, côté du Québec. Les travaux, bah, toi, que tu développes toi, que développe Jacques Forêt. Donc là, je trouve que de ce côté-là, bon, Nathalie Woolford aussi, enfin, vous êtes quand même un grand nombre de chercheurs qui ont une véritable reconnaissance internationale dans le domaine et dans le domaine de la psychologie organisationnelle. Donc forcément, c'est à vous que je pense en premier. Et puis après, il y a un autre pays aussi qui m'impressionne, c'est les Pays-Bas, avec les travaux développés par Arnold Baker ou par Vilmar Ophélie, quoi. Donc, c'est vrai que c'est les deux destinations vers lesquelles j'oriente mes étudiants principalement. Et là, l'année prochaine, il est fort probable qu'il y ait une étudiante de 3e année qui vienne à l'UQTR aussi pour venir faire un stage. Elle m'a demandé une lettre de recommandation. Donc, le Québec, ça attire les étudiants français, mais ce n'est pas pour rien. Je pense que c'est vrai que vous avez un potentiel. Il y a vraiment des choses hyper prometteuses et des choses qui sont pour nous, nous qui nous interrogent. Travailler sur des forces de caractère, par exemple, en France, c'est très délicat de parler des forces, hein. Les Français, ils parlent de leurs faiblesses. Ils ont du mal à parler de leurs forces. Si on parle de ces forces, c'est un peu comme si on était prétentieux. Donc, ces travaux-là, moi, je les trouve super intéressants, très prometteurs. Les travaux aussi sur la motivation, le modèle de l'autodétermination et comment ça se combine avec les forces, notamment à travers avec les travaux de Jacques Forest, je trouve ça super intéressant. Puis après, du côté néerlandais, bah, les travaux sur le job crafting, sur un playful job design, sur le modèle Job Demand Resource. Ça, je trouve que c'est des modèles qui sont très, très intéressants. Alors, moi, ils m'intéressent particulièrement parce que moi, j'étais prof d'éducation physique au départ, donc très intéressé par l'éducation. L'éducation physique, c'est connecté avec la santé, donc l'école, la santé. J'étais athlète de haut niveau, donc le domaine du sport. Et puis, le domaine de l'organisation, parce que j'ai développé une micro-entreprise et je fais du conseil en entreprise ou je fais des conférences ou des formations en entreprise. Donc, j'ai 4 différents domaines dans lesquels on pourrait se dire finalement, ce que je fais, c'est complètement éclaté. On ne voit pas où sont les points communs. En fait, le point commun, c'est l'éducation. L'éducation de l'élève, la formation des enseignants, mais aussi l'éducation managériale, l'éducation à la santé, l'éducation dans le domaine du sport, la formation des entraîneurs, mais aussi des athlètes. Donc, c'est l'éducation qui est finalement point central. Et au final, les différents modèles que j'ai évoqués, ils s'appliquent dans ces différents domaines. Là, il y a une thèse j'ai une de mes étudiantes qui a soutenu sa thèse de doctorat sur le modèle Job Demand Resource en environnement scolaire, en montrant qu'au regard des exigences et des ressources, on pouvait définir des profils d'élèves qui étaient des profils plutôt de robustesse ou au contraire des profils plutôt vulnérables au regard d'un certain nombre de paramètres. Ça, c'est des choses qui ont été démontrées dans le domaine de l'organisation, par exemple. Et je pense que dans le domaine de la santé aussi, il y a des choses à développer, y compris la santé au travail, donc forcément. Et je pense que la psychologie positive, ce que ça a apporté dans ce domaine-là, au regard de la santé à l'école, et toute la partie éducation scolaire, éducation santé dans tous les niveaux, c'est que nous, souvent, je dis souvent, je n'ai pas dit toujours, hein, je relativise mes propos quand même, mais les indicateurs de santé qu'on a, souvent, c'est l'anxiété, c'est la dépression, des choses comme ça.
Or, ce ne sont pas des indicateurs de santé, ce sont des indicateurs de maladie. Et je pense que ça, la psychologie positive a amené un autre regard. Ça ne veut pas dire qu'il faut évacuer ce qui relève de la maladie, je n'ai pas dit ça. Je dis juste que c'est intéressant de contrebalancer. Et c'est bien ce qu'on retrouve dans pas mal d'études qui sont faites au Québec, entre autres, celle de Bob Vallerand au hasard, où on voit que, par exemple, il va prendre d'un côté la satisfaction de bien-être et de l'autre côté le burn-out et comment c'est déterminé par d'autres modèles. Alors bien sûr, il y a le modèle de la passion aussi qui m'intéresse. Je pense qu'il est, aussi prédicteur d'un certain nombre de choses. Et en France, il n'y a pas tellement de monde qui travaille dessus. Il y a Fabien Fenouillet, bien sûr, hein. Mais donc moi, tous ces domaines-là, ça m'intéresse énormément. Et c'est moi, vraiment, ce qui m'épate, d'ailleurs, ça se voit aussi sur le nombre de publications. Enfin, Villemarche-Ophélie, Arnold Baker, ce sont quand même des monuments dans le champ de la psychologie positive et plus particulièrement appliqués à l'environnement de travail, quoi. Absolument, tout à fait. C'est ce que j'allais dire aussi avec le modèle par rapport à l'engagement, notamment. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Extrêmement prolifique, Arnold Becker, à ce niveau-là. Puis je me demandais, tu nous parlais un peu des travaux que tu mènes, puis est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le laboratoire VCR que tu diriges, donc le laboratoire vulnérabilité, capacité, rétablissement? Alors, au niveau donc, moi, je suis à l'école de psychologues praticiens de Paris, qui fait partie de l'Institut catholique de Paris. Et là où on a eu d'ailleurs le plaisir de t'accueillir il y a quelques mois maintenant, mais c'était chouette. C'est vraiment, ça a été très, très apprécié de la part des étudiants et c'était vraiment sympa que tu acceptes de venir. Donc au sein de cette université-là, de cette école-là, donc on est d'accord, on est vraiment sur de la psychologie, dans la psychologie plutôt orientée, psychologie de la santé, avec psychologie de la santé, parce qu'on forme des psychothérapeutes, mais on forme aussi des psychologues du travail. Donc aussi santé au travail. Donc on est sur des psychologues du travail qui ne vont pas se destiner uniquement à faire du recrutement, par exemple, parce que les étudiants, quand on leur parle de psychologie du travail, ils s'imaginent qu'ils vont faire que ça, quoi. Donc, ce n'est pas du tout ça, c'est aussi tout ce qui va toucher les ressources humaines au sens très, très large, quoi. Voilà. Alors, là-dedans, vulnérabilité, capacité, rétablissement, ben, finalement, derrière, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ben, OK, les facteurs de vulnérabilité qu'on peut avoir chez les personnes, mais aussi des facteurs de robustesse en termes de capacité, donc toutes les ressources qu'il peut y avoir derrière. Et puis, un côté plus en lien avec la psychothérapie, le côté rétablissement. Donc là, c'est un peu plus spécifique à la branche psychologie clinique. Donc, sachant qu'à l'école de psychologues praticiens de Paris, donc il y a une partie psychologie clinique pour former des psychothérapeutes. Il y a la psychologie, donc orientée psychologie du travail, mais il y a aussi psychologie de l'éducation et psychologie en environnement de justice. Donc, c'est vraiment les 4 grandes filières, avec bien sûr quand même les 2 plus grosses filières, c'est clinique et PPO, quoi, psychologie du travail. Alors, nous, dans les recherches que j'essaye de soutenir, enfin que je soutiens en tant que directeur d'équipe, c'est évidemment tout ce qui répond à l'un de ces 3 axes-là, et le plus souvent dans des approches intégratives, c'est-à-dire la capacité à croiser différents champs disciplinaires. Et par essence, la psychologie positive est un courant intégratif, hein. On voit bien, on va avoir de la philosophie, on va avoir de la psychologie. Dans la psychologie, on va avoir tout un ensemble de courants qui sont représentés. On va avoir de la médecine, on va avoir de la sociologie, on va avoir les neurosciences. Donc, c'est vraiment, pour moi, ce qu'on retrouve en psychologie positive. Et du coup, ce qu'on retrouve aussi dans certaines des recherches de l'équipe avec des enseignants-chercheurs donc qui ont été recrutés, où on retrouve des pures psychologies sociales, psychologie clinique, neurosciences. On retrouve vraiment les différentes obédiences finalement de la psychologie. Ce qui fait que c'est très riche quand on travaille ensemble. On pourrait considérer que c'est une faiblesse, mais en fait non, parce que sur un même objet de recherche, on va avoir des prismes d'analyse qui sont différents et complémentaires. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est une équipe qui est jeune, hein, c'est une équipe qui a 5 ans.
Et là, je dois reconnaître que là, au bout de 5 ans, maintenant, vraiment, on commence à avoir une vraie unité dans l'équipe avec un fort potentiel de publication, parce qu'on a 5 ans, mais on est déjà à plus de 60-70 publications dans des articles à comité de lecture, dans des revues à comité de lecture, ce qui est quand même plutôt un très, très bon score, sachant qu'on est dans une université privée et que je dois quand même reconnaître qu'on a des moyens qui sont largement au-dessus de la norme si on devait comparer aux universités publiques, là où j'étais avant. Parce que j'ai exercé pendant 30 ans dans le public, donc là, maintenant, c'est sûr, je vois la différence. Donc, c'est un laboratoire plutôt orienté santé, avec un rayonnement plutôt national pour le moment, du côté d'équipes en santé publique comme l'Université de Metz, hein, le laboratoire APMAC de l'Université de Lorraine, donc c'est Nancy-Metz, c'est tout à l'est de la France. Donc c'est un laboratoire qui est classé au classement de Shanghai. Donc c'est une grosse équipe, donc on a des conventions avec eux, on a des conventions avec des facs de médecine sur Dijon par exemple. On a énormément de collaborations, énormément de conventions, qui fait que l'équipe qui est pas, on est 12 hein, enseignants-chercheurs, c'est tout. Hein, donc il faut regarder, hein, plus de 70 publications en 5 ans pour 12 chercheurs, c'est quand même, ça montre le dynamisme de l'équipe, sa créativité. Donc ça, c'est vraiment chouette et je pense qu'on va de plus en plus déployer aussi des recherches où on s'intéresse à l'administration de la preuve sur les prises en charge. Ça, et je pense que dans le domaine de la psychologie positive, c'est sans aucun doute une perspective intéressante, à l'instar de ce que fait Marie Miglianico, notre étudiante, Philippe, qui est vraiment dans cette optique-là, quoi, où on est sur l'administration de la preuve. Et c'est très compliqué, en fait, de pouvoir montrer qu'une intervention est efficace. Tout à fait, parce que effectivement, c'est utiliser par exemple un devis expérimental, c'est la preuve ultime, donc ce qui est le plus exigeant aussi scientifiquement. Mais écoute, je trouve ça super intéressant, puis je reconnais bien, en fait, je fais un peu le pont à ce que tu nous parlais au début, ton intérêt justement pour la résilience à travers tout ça, donc capacité, rétablissement, tout ça, on voit vraiment qui a ta couleur à travers ce laboratoire-là. Puis si je me ramène un petit peu au niveau de la psychologie organisationnelle positive, je me demandais, est-ce que, en fait, je fais un peu le pont aussi avec ce que tu parlais tout à l'heure quand tu disais que, par exemple, en France, la psychologie positive réussit à faire une certaine percée, mais en même temps, c'est un peu mitigé parfois. Je me demandais, est-ce que la psychologie positive organisationnelle réussit à faire une percée dans les organisations? Puis, si oui, à quel point ou quelles sont peut-être les résistances ou comment ça se positionne actuellement, les contributions de la psychologie positive en gestion des ressources humaines? Eh bien, ça se situe pour moi dans des environnements assez inattendus. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, être enseignant dans un établissement scolaire, on est dans le domaine du travail, et on pourrait imaginer que, compte tenu de choses qui ont été montrées en psychologie positive, notamment en termes de qualité de vie au travail, forcément, ça infuserait dans le domaine de l'éducation, sachant que moi, j'ai formé des enseignants pendant 14 ans. J'étais professeur d'éducation physique et sportive pendant 18 ans. Après, j'ai formé des profs pendant 14 ans. Et depuis 2018, je suis à l'école de psychopraticiens de Paris. Pendant ces 14 années où j'ai formé des enseignants, moi, je me disais qu'il y aurait moyen de faire infuser des travaux de recherche dans la formation des profs, présumant du fait que si les enseignants vont bien et savent se prendre en charge et ont développé des compétences au regard de l'identification de leurs forces, au regard de leur capacité à avoir une vision optimiste des choses, dans leur capacité aussi à entretenir… alors, la résilience, je me méfie parce que c'est un terme qui est un peu délicat, mais disons sur les stratégies de coping, je me disais, si les profs savent faire ça, les enseignants savent faire ça, ils vont transmettre ça aux élèves et au final, il y aura une vraie contribution à la société, quoi. Bah, il se trouve qu'en environnement scolaire, pas de la part des enseignants, mais plutôt de la part de ceux qui forment les enseignants, il y avait énormément de réticence. Ça, j'ai été vraiment super étonné. Et ce n'était pas du tout cet environnement de travail-là très particulier. De mon point de vue, c'est montré pas très ouvert, en fait.
Même si maintenant les choses s'arrangent, puisqu'on a un observatoire du bien-être à l'école qui a été monté par une collègue. Donc ça, c'est quand même plutôt bon signe. Mais c'est maintenant. Moi, en 2018, ça, il n'en était pas question. Alors, j'ai dit qu'il y avait des environnements où c'était inattendu. Bah oui, l'environnement militaire, par exemple. Alors eux, ils sont extrêmement sensibles à ça, extrêmement sensibles à tout ce qui est ressources, développement des ressources, préservation des ressources, utilisation des ressources, avec, par exemple, des travaux sur la pleine conscience qui sont développés, mais qui sont vraiment, vraiment développés avec comprendre comment ça marche et mise en place d'ateliers pratiques. Alors, l'armée en France, c'est par exemple les pompiers de Paris. Hein, les pompiers, alors il y a plusieurs villes, hein, Marseille, c'est pareil, au sud de la France. Les pompiers sont des pompiers professionnels qui sont des militaires. Eux, des ateliers de pleine conscience, ils en font. Ils sont très, très sensibilisés, enfin, en tous les cas, leurs formateurs, à certains apports de la psychologie positive. Moi, j'ai d'ailleurs signé un article, là, enfin, un chapitre, ouais, je sais pas, un chapitre dans une revue militaire, justement sur les ressources, la conservation des ressources, l'utilisation des ressources, le développement des ressources. Donc là, clairement, il y a un environnement qui est très favorable, avec des questionnements aussi sur par exemple, la pleine conscience et l'impact des environnements de stress sur le travail. Je pense par exemple à des travaux d'une de mes étudiantes là, qui soutient sa thèse cette année, où elle travaille sur l'impact des environnements confinés. Alors, la réflexion avait commencé avant les confinements. C'est les confinements sur des radeaux de survie, sur des bases antarctiques ou arctiques, ce genre de travaux dans la perspective des voyages de longue durée vers Mars. Donc là, on est dans un environnement professionnel très particulier et on regarde quels sont les différents facteurs qui sont susceptibles d'impacter la santé. Et très clairement, il y a tout un ensemble de travaux qui viennent, on va dire, la psychologie positive vient compléter les travaux qui sont faits, qui ont plutôt une orientation neurosciences, parce que la thèse est inscrite dans un laboratoire plutôt neurosciences, mais il n'empêche qu'on est dans un environnement de travail. Là, c'est le Centre national d'études spatiales qui finance la thèse. Donc ça, c'est un environnement. Ce type de structure est vraiment intéressé. Et puis après, les entreprises. Là, les entreprises en France, moi, je suis de plus en plus sollicité. Pardon. Je suis de plus en plus sollicité parce que, alors, avec un revers de médaille, c'est-à-dire que là, il faut faire attention. Il pourrait y avoir une propension à instrumentaliser ce que peut apporter la psychologie positive. J'aurais tendance à dire, sur la base de l'article de Lyubomirsky, King Dinner de 2005, celui que beaucoup de personnes connaissent, où quand on est sur des affects positifs, quand on va bien, finalement, ça conduit au succès. Du coup, forte est la tentation pour des entreprises de vouloir implémenter une politique de bien-être au travail, mais avec comme objectif principal la rentabilité. Alors ça par contre, c'est… moi, personnellement, quand j'interviens sur ces thématiques-là, j'alerte très rapidement et très fortement ceux qui me demandent d'intervenir sur le fait que ça peut être gagnant-gagnant, mais si l'objectif principal, c'est la rentabilité, ça ne va pas fonctionner. On est vraiment sur la psychologie organisationnelle positive telle qu'elle est défendue par Robert Vallerand ou la collègue Ménard, son prénom, je ne me rappelle plus, Christine Ménard, c'est possible. Je ne me rappelle plus son prénom. Mais tous les deux ont proposé une belle définition où ils montrent que ne peut pas y avoir de qualité de vie au travail s'il n'y a pas un questionnement à la fois du poste de travail, à la fois sur le type de management et puis aussi les ressources qu'on va donner aux personnes. Mais c'est forcément des deux côtés qu'il faut que ça questionne. Autrement dit, il ne suffit pas de mettre une machine à café avec une belle plante à côté pour que les gens aillent mieux. Enfin, c'est pas vrai. Pour autant, par moment, psychologie positive au travail, c'est comme ça que ça a pu être perçu en France. Mais alors, moi, j'ai vu un vrai tournant dans mes interventions où il fut un temps, on me demandait des trucs, entre guillemets. Maintenant, on demande à ce que ce qui est proposé, ce soit scientifiquement étayé. Ça, c'est quand même, je trouve, vraiment nouveau. Et c'est très encourageant parce que du coup, ça ferme la porte aux gourous, en fait. Les gourous autoproclamés
qui sont sur l'idée de ma vie, mon œuvre, et puis qui n'ont aucun niveau d'argumentation, d'administration de la preuve. Pour eux, maintenant, c'est quand même compliqué parce que je trouve que la demande dans les entreprises, c'est d'avoir de plus en plus des choses qui soient fondées, qui soient étayées d'un point de vue scientifique. Donc, on peut apporter la preuve de comment ça fonctionne. Alors, il y a des entreprises, ils font de la préparation mentale pour des grands chefs d'entreprise. Puis après, il y a des conférences ponctuelles sur comment motiver les salariés, des choses comme ça, quoi. Bon. Mais je trouve que c'est vraiment un développement extrêmement intéressant à ce moment-là. Si de plus en plus on s'intéresse à effectivement l'optimisation de la santé psychologique en contexte de travail, mais qu'on demande que ça soit appuyé par la recherche, par la science, ben là, à ce moment-là, la contribution de la psychologie positive organisationnelle est exactement dans ce champ-là. Et je trouve qu'il y a une convergence extrêmement intéressante là, qui est en train de se produire. Donc, ça, c'est vraiment un gain extrêmement intéressant. Là. Puis, je trouve ça particulièrement, en tout cas, intéressant que tu l'apportes comme ça. Puis, je t'entendais un petit peu tout à l'heure quand tu mentionnais les milieux qui sont particulièrement intéressés. On voit que le milieu militaire, par exemple, les pompiers aussi qui sont intéressés. Moi, c'est comme si je voyais aussi un lien avec l'aspect sportif. Je ne sais pas si tu vois un lien avec cette culture-là aussi qui semble être présente. Peut-être on parlait de survie, de tout l'aspect militaire, tout l'aspect justement le pompier aussi, où on doit être dans un environnement extrêmement challengeant, puis qu'on doit faire face à cette adversité-là, puis maximiser toutes les ressources disponibles. Là. Il y a quelque chose qui est très en lien avec la dynamique sportive aussi. Ah bah, après, la dynamique sportive, elle a cet avantage que quand on fait du sport, c'est bien vu, c'est valorisé dans la société. Donc, je veux dire, toi, tu as été athlète de haut niveau en natation, ça se vend. Parce que ça veut dire que tu as acquis des compétences, tu as acquis tout un ensemble de choses, de la rigueur aussi dans l'entraînement, surtout la natation. Alors toi, tu étais plutôt en eau vive, si mes souvenirs sont bons, mais d'un autre côté, tu devais pas mal t'entraîner en bassin quand même. En fait, c'est les deux. Pour la petite histoire, c'était du 1500 mètres en piscine et aussi du 10 km en eau libre. C'était mes deux spécialités. Donc, j'étais sur les deux plans, là, dans l'équipe nationale canadienne 1500 puis l'équipe nationale canadienne 10 km. Ouais, et ben, moi, en aviron, c'est pareil, le fait d'avoir été en équipe de France pendant quelques années, c'est vrai que ça suppose derrière la capacité à planifier, à s'organiser, à être motivé en termes de capacité. La question, c'est pas de s'engager dans l'entraînement, c'est d'être capable de continuer à s'entraîner, même quand c'est difficile. Alors, évidemment, par rapport au climat canadien, le climat français n'a rien à voir, mais cela dit, moi je me souviens quand même d'avoir ramé sur des rivières qui étaient gelées. Alors pas gelées comme chez vous, on pouvait quand même ramer parce que la couche de glace n'était pas assez épaisse, mais on arrivait par exemple sur des plaques de glace, il faisait froid, il pouvait y avoir de la pluie. Enfin, c'est quand même pas un sport comme ça qui vend du rêve. Et pour autant, bon, c'est un sport de glisse comme la natation. Et là, ces sensations de glisse, c'est ça qui fait qu'on accroche et qu'on reste dedans avec les états de flow dans lesquels on peut se retrouver, avec tout ce plaisir. Et puis, bon, bah, la capacité à se confronter à la compétition, à se confronter aux autres. Ça, c'est des choses… je pense que derrière, ça dépasse tout ce qu'on a pu dire, parce que derrière, il y a des valeurs… alors, pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que j'ai aussi entraîné dans le domaine du sport à haut niveau. C'est vrai qu'il faut faire attention quand on parle a priori des valeurs du sport, parce que le sport, c'est aussi le dopage, c'est aussi la triche, c'est aussi la violence des hooligans, hein, comme on a, nous, en France, dès qu'il y a un match de foot, donc le foot à l'européenne, hein, j'entends, entre Marseille et puis PSG, à chaque fois, c'est des dizaines d'arrestations, des policiers qui sont blessés, enfin, c'est n'importe quoi. Donc le sport, ce ne sont pas non plus, il n'y a pas que des valeurs qui tournent autour du sport. Mais quand on est sur des pratiques, parce que ça, c'est la compétition aussi qui va amener ça. Je pense qu'il faut prendre du recul
Et quand on a pris ce recul, quand on voit tout ce que ça implique, le fait de s'inscrire dans un cursus, ou dans un parcours de compétiteur, bah, c'est des choses quand même globalement qui sont valorisées dans le domaine de l'entreprise parce que l'entreprise, elle est elle aussi en compétition avec d'autres. L'entreprise, alors toi en natation, tu étais plutôt sur une activité individuelle. Moi, j'étais plutôt en équipage. Moi, quand j'ai fait le championnat du monde junior, j'étais en 8. En 8, ce n'est pas un rameur qui fait avancer le bateau, c'est l'ensemble. C'est la force du groupe. On est plus fort ensemble que seul. Et cette idée du collectif, c'est quelque chose aussi qui peut se vendre en entreprise avec tout ce qui tourne autour de la cohésion du groupe. Donc, ce qui veut dire, derrière, pour moi, ce que j'y vois, c'est la capacité à travailler ensemble dans l'équipe contre les autres équipes, quoi. Enfin, avec la capacité aussi, quand on est en compétition, des fois on gagne. C'est intéressant de s'intéresser à ce qui nous a amené à la victoire, ce qui a amené à remporter un marché pour une entreprise. Puis parfois on perd aussi, c'est normal, ça c'est le jeu. Et donc quand on perd, surmonter la déception, comprendre ce qui n'a pas marché, voir ce qui a quand même marché. Dans ce qui n'a pas marché, comment corriger et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour continuer à se projeter vers le futur. Autrement dit, garder plutôt une vision optimiste des choses. Et toutes ces choses-là, finalement, quand on regarde l'économie de marché par rapport au sport de compétition à haut niveau, finalement, dans une certaine mesure, on retrouve énormément de points communs, quoi, où il y a des aléas. C'est-à-dire les aléas, on ne gagne pas tout le temps. C'est compliqué de toujours gagner. Donc, au final, ce qui compte, c'est d'être capable de se relever. Donc, la résilience, qui est un des thèmes moi, qui m'a vraiment intéressé au départ. Mais sur la résilience en particulier, là, depuis 25 ans, et suite à pas mal de discussions, je vois les choses un peu différemment sur la définition même de la résilience, parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Mais en tous les cas, le monde de l'entreprise et le monde du sport présentent énormément de points communs. D'ailleurs, Pierre, tout à l'heure, on parlait de l'armée. En France, on a ce qu'on appelle les ORFA. Alors, au départ, ça s'appelait les TOP, c'est Techniques d'optimisation du potentiel pour les militaires. C'est né, ça, entièrement de l'analyse des stratégies mentales de préparation à la compétition chez les sportifs. Et ça a été transposé. Et maintenant, je connais des entreprises où, dans le cadre de la préparation mentale des chefs d'entreprise, ils utilisent énormément de choses qui viennent de ce domaine-là, quoi. On voit qu'il y a une vraie perméabilité des champs. Et moi, c'est ça qui… Franchement, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comment les choses peuvent être perméables, sachant que tout n'est pas non plus transposable. Il faut faire quand même attention. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Non, c'est ça. Je trouve ça, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire. Je pense que cette idée-là d'optimisation de la santé pour aller chercher encore davantage je dirais à la fois de santé et de performance, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le milieu sportif, c'est quelque chose qu'on semble retrouver aussi dans le secteur militaire. On parlait tantôt de tout ce qui est les recherches sur la survie, puis les milieux particulièrement hostiles où on doit maximiser tout ça. On dirait qu'il y a un intérêt aussi pour toutes les recherches sur la psychologie positive, puis comment on peut appliquer, transposer ces éléments-là. Moi, si je fais un parallèle personnel, souvent on m'avait déjà demandé, des fois quand je faisais des entrevues, alors que j'étais sportif, on me demandait comment je fais pour combiner à la fois le sport et les études, puisque je dois sacrifier beaucoup de choses au niveau du sport, le temps, puis tout ça. Comment je peux faire pour combiner tout ça? Puis moi, je trouvais tellement que c'était une question qui était absurde parce que je trouvais que c'est quelque chose qui me permettait, au contraire, de performer au haut niveau dans les études, puisque en étant dans une espèce de quête d'optimisation de mon temps, d'optimiser ma performance physique, mon bien-être, etc., ça me permettait de bien performer ensuite dans mes études. Puis je disais que si je n'avais pas le sport, probablement que je n'aurais pas pu performer aussi bien dans mes études. Puis ensuite, quand je suis arrivé dans le milieu justement plus professionnel, plus académique, j'ai essayé de transposer ces éléments-là en disant, écoutez, il y a des gains extrêmement importants qu'on peut aller chercher à essayer d'optimiser justement le bien-être pour aller chercher
quelque chose qu'on n'a pas si on est toujours dans le rétablissement, dans la réparation, on doit aller chercher à optimiser qu'est-ce qui fonctionne déjà particulièrement bien pour l'amener ailleurs, pour l'amener encore mieux. Et là, on va avoir des gains qui étaient peut-être inespérés. Et je trouve ça intéressant de voir que le secteur militaire reprend un peu cette philosophie-là, puis s'intéresse de cette manière-là aux gains qu'on peut aller chercher là, à travers les connaissances qui sont développées au niveau de la psychologie positive, qui s'intéressent justement à optimiser ce qui fonctionne, à optimiser le bien-être en particulier. C'est souvent antinomique, hein, sport-études ou sport-travail, c'est antinomique. En France, par exemple, il faut se rappeler quand même Sarkozy, notre ancien président, qui disait « travailler plus pour gagner plus ». C'est complètement stupide, parce que dans une semaine, il y a 7 jours et il y a 24 heures par jour, et ça ne changera jamais. Jamais ça changera. Donc, à un moment donné, c'est travailler mieux. Ça, oui. Moi, c'est ce que j'essaye de dire, c'est ce que je dis à tous mes étudiants. Tous, ils l'ont au moins entendu une fois. Travaillez moins, mais travaillez mieux, prenez soin de vous. Alors, quand je leur dis prenez soin de vous, ils ne comprennent pas. Mais prendre soin de soi, c'est aussi faire de l'activité physique parce que bon, on sait que nous, en fait, on a eu cette capacité de progressivité dans l'entraînement, de planification, optimisation du temps. La connaissance de soi, c'est-à-dire aussi quand on sent qu'on est fatigué, ces moments où il faut récupérer, avec l'alternance de temps fort et de temps de récupération. Nous, quand on fait de la compétition, on le maîtrise, ça. Sinon, on part sur du surentraînement. Donc, si on fait le parallèle avec l'entreprise, on va partir sur du burn-out. Donc, on va gérer ces différentes choses-là, mais il faut quand même aussi se rappeler qu'il y a un enchaînement aussi de processus psychologiques et physiologiques qui s'engagent quand on fait de l'activité physique. Psychologique, la distraction, on se déconnecte un peu du travail et à un moment donné, quand on va y revenir, on sera plus performant parce qu'on sera mieux, parce qu'on aura été capable de se déconnecter. Et puis physiologique par notamment l'activation de la boucle dopaminergique, les hormones du plaisir, avec en plus la sécrétion de BDNF qui permet de récupérer du stress, qui fait qu'au final, il y a énormément de bénéfices. Donc tout mis bout à bout, tant sur la connaissance de soi que sur les processus neurophysiologiques, psychologiques qu'il y a derrière, l'activité physique, il y a énormément de bénéfices. Mais après, bien sûr, il y a aussi une médecine du sport. Il y a une contrepartie. S'il y a une médecine du sport, c'est qu'on peut aussi se blesser, on peut se faire mal. Donc, c'est pour ça, là, j'ai bien dit activité physique, je n'ai pas dit forcément sport. Mais après, moi, j'ai eu la chance de suivre... Bon, j'étais athlète de haut niveau en aviron, dans mon club d'où je suis originaire à Angers, donc c'est dans l'ouest, c'est plutôt côté Atlantique, pour le coup, c'est à l'opposé de Metz que j'évoquais tout à l'heure. On a eu un athlète olympique qui a été médaillé, il a été médaillé de bronze à Pékin. Il a fait une école d'ingénieur et à un moment donné, je m'occupais un petit peu de sa préparation mentale et c'était incroyable de voir comment il avait planifié son cursus universitaire de la même manière qu'il avait planifié son parcours d'entraînement. Enfin, il y avait vraiment, c'était calé, quoi. Et ça, il n'y a personne qui lui a enseigné. Enfin, c'est lui, il se connaissait, il a su faire les choses. Donc, il est ingénieur. Il a migré chez vous, il est au Canada maintenant. Il a fini sa carrière d'athlète de haut niveau. Il a ramé avec l'équipe du Canada en 4 de couple au jeu de Rio. Ça a été sa dernière Olympiade. Il a fait 3 Olympiades. Il a fait Londres et il a fait Rio. Et donc, il a fait Rio avec la feuille d'érable sur ses avirons en ramant pour le Canada. On n'a pas su le retenir en France, c'est dommage. Mais, au talent. mais effectivement, on est sur des choses qui sont complètement complémentaires. Enfin, moi, je suis complètement tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que l'entreprise peut apprendre de ce qui se fait dans le domaine du sport. Et d'ailleurs, en France, hein, les athlètes de haut niveau, particulièrement les médaillés olympiques ou champions olympiques, souvent derrière, ils vont faire des conférences en entreprise, même sur des... je ne devrais pas dire même parce qu'il n'y a pas de raison, mais des athlètes paralympiques, moi j'en connais qui font des super carrières de conférenciers derrière, et c'est chouette, quoi, c'est très bien. Mais c'est aussi parce qu'il y a des valeurs liées au sport, quoi, au-delà même. C'est ça, je pense que cette idée-là de s'intéresser au fonctionnement optimal parce qu'on y découvre des choses qui sont distinctes
lorsqu'on s'intéresse simplement à la santé en tant que telle. Il y a quelque chose pour lequel peut-être les milieux, justement, qui vont rechercher une performance maximale, là, qui est cruciale. On parlait peut-être justement des militaires, pompiers, tout ça, puis milieu de survie, comme je reprends un peu les exemples que tu donnais tout à l'heure. Peut-être que ces milieux-là sont un peu plus sensibles à cette idée-là parce que c'est un enjeu extrêmement déterminant de leur côté. Alors après, c'est vrai que eux, quand on est athlète de haut niveau, on est sur du fonctionnement optimal, on va dire à chaque entraînement. On essaye d'optimaliser au maximum ce qu'on va faire. En aviron, propulser le bateau à chaque coup d'aviron le mieux possible. Bon, ok, mais après, on sait que dans une saison, on a 2-3 compétitions extrêmement importantes. Donc voilà. Les pompiers, c'est à chaque intervention qu'ils doivent être au maximum. Là, pour le coup, on est au-delà de l'optimal, quoi. On est sur le maximal. Et forcément, ça a un coût en termes de stress. Et donc, on a les problématiques de la contribution de la psychologie positive à la récupération du stress dans des environnements extrêmement contraignants. Donc, les bases arctiques, antarctiques, les pompiers, les capsules spatiales. Nous, ma doctorante, là, elle a fait des expériences avec Thomas Pesquet. Enfin, je ne sais pas, Thomas Pesquet, l'astronaute français. Donc, elle a fait des vols paraboliques, des avions qui montent. Et puis, à un moment, on est en apesanteur. Donc, moi, je devais participer, mais quand j'ai su qu'il fallait mettre une couche, j'ai dit non. Non, c'est plus de mon âge. C'est pas la peine. Mais elle, par contre, elle a volé à plusieurs reprises. Et donc, on a mesuré des différents indicateurs physiologiques, psychologiques avec des échelles avant, après. Mais on regarde les facteurs de robustesse, on regarde aussi si des entraînements en cohérence cardiaque, des choses comme ça. Puis la place de la variabilité cardiaque dans la capacité à gérer le stress. Enfin, donc, et ça, c'est quand même des environnements où là, une capsule spatiale, c'est pareil. Enfin, il faut tout le temps être tout le temps au maximum, quoi. Donc, j'aurais tendance à dire il y a différentes hiérarchies. Mais là, en attendant, la psychologie positive, je pense qu'effectivement, ça peut apporter énormément de choses. Après, ce qu'on fait en France, ce qui est fait en France avec les militaires, ça a déjà été grandement fait avant par Marty Seligman avec les forces américaines. Hein. Ce n'est pas nouveau. Après, on ne prend peut-être pas les choses par le même bout et on ne s'intéresse pas forcément non plus au même type de personnel. Mais que là, c'est quand même essentiellement des pompiers, entre autres. Mais en attendant, pour apporter une meilleure qualité de vie aux pompiers. Et je pense que c'est quand même une belle contribution à la société. Parce que c'est vrai que la question, moi, je trouve, qui demeure en France, c'est en quoi la psychologie positive, en quoi certaines avancées de la psychologie positive infusent-elles finalement dans la vie de tous les jours chez les citoyens? Cette question-là, y répondre, c'est pas simple en fait, parce que moi, je sais que les paris que j'avais faits, pour le moment, je ne suis pas convaincu que ça ait fonctionné. Moi, je pensais qu'en agissant sur les profs, on agirait sur les élèves. C'est pas simple, c'est pas si simple que ça. Après, donc je dirige un diplôme universitaire avec des personnes, et là, je me dis, plus il y a des personnes qui sortent avec ce diplôme universitaire, plus ce sont des personnes qui potentiellement vont aussi dispatcher la parole, entre guillemets, la bonne parole, psychologie positive auprès des parents d'élèves pour leurs enfants qui sont à l'école, auprès des proches, et ainsi de suite. Mais n'empêche que la question demeure, quoi. Et ça me permet de te demander justement, au niveau de la gestion dans les organisations, actuellement, on sait qu'il y a toutes sortes de défis là, qui sont très contemporains. On parle par exemple là, du télétravail, tout ce qui est l'attraction, mais aussi la fidélisation du personnel en entreprise. On a parlé beaucoup de l'engagement et du bien-être qui sont maintenant des éléments là, qui sont de plus en plus reconnus comme importants, qui contribuent au succès des organisations, qui sont même maintenant une nécessité pratiquement. Comment la psychologie positive, en fait, arrive à peut-être contribuer à ces défis-là en particulier? Moi, j'essaie de me placer dans une posture, par exemple, si j'étais un gestionnaire
d'organisation, ou peut-être un consultant ou un professionnel. Puis, je sais que la psychologie positive travaille sur ces thématiques-là. De quoi je peux peut-être m'abreuver ou de quoi je peux m'inspirer pour essayer de contribuer à ces défis-là, justement, qui sont très actuels, là, télétravail, attraction du personnel, engagement, bien-être, fidélisation. Hein, je pense on est à la croisée des chemins en ce moment entre beaucoup de choses. Je pense que c'est une époque extrêmement complexe, comme il y en a eu au cours de l'histoire, hein. Je veux dire, toutes les périodes d'après-guerre, avant-guerre et après-guerre, ça a toujours été complexe. Mais là, en ce moment, je pense qu'on est dans une époque quand même qui est particulièrement, enfin, ouais, qui est très particulière en fait, parce que on a eu le Covid. On ne peut pas cacher que ça a eu un impact sur les populations. Et ça va avoir eu un impact sur le questionnement des personnes, entre autres les personnes au travail. Ce qui se traduit en France, très concrètement, par un certain nombre de postes de travail qui sont vacants. Les gens, ils n'en veulent plus. Par exemple, dans la restauration, il y a énormément d'offres de travail. Les gens ne veulent plus y aller. Donc, pourquoi? Parce que je pense que les phases où les personnes ont été confinées, ça a été des phases propices à la réflexion en se disant à quoi bon travailler 50 heures dans la semaine pour gagner 1 500 € par mois. Je pense qu'il y a des personnes qui ont mais complètement changé leur manière de voir les choses. Donc ça c'est quand même enfin, je pense que ça a marqué. Après, qu'est-ce qui nous marque? La guerre en Ukraine, quand même. Enfin, nous, en Europe, c'est pas comme quand la guerre elle est en Afrique, hein. Là, c'est chez nous. Enfin, c'est à côté C'est juste à côté. à nos portes, hein. Ça rigole pas, quoi. Et ça rigole d'autant pas que à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, entre Berlin et Paris, un char, il mettait un certain temps à y aller. Là, un missile entre Moscou et Paris, il met beaucoup moins de temps. Donc forcément, ça amène aussi de l'anxiété chez les personnes. Et là-dessus vient encore se coupler autre chose avec l'éco-anxiété, quoi. Le fait de se rendre compte que la planète, elle va pas bien, on arrive à avoir maintenant une horloge où on nous dit, bah voilà, au mois de, je sais plus quand c'était l'année dernière, mais au mois de septembre, ça y est, on a exploité toutes les richesses de l'année et maintenant on vit à crédit. Donc il y a un ensemble de choses qui génèrent différents types de comportements, différentes manières de penser. Donc en France, une explosion des consultations en psychiatrie dans les hôpitaux avec des hospitalisations, des tentatives de suicide, une consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs qui sont de plus en plus importants, des problématiques liées à l'éco-anxiété. Donc là, il y a un membre de mon équipe qui travaille sur l'éco-anxiété où effectivement, il y a des personnes qui se présentent qui sont vraiment en situation de vulnérabilité. Face à ces vulnérabilités-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en face? Le développement de l'optimisme, de l'espoir, questionner la résilience. Enfin, il y a quand même des choses en lien avec la psychopositive là, qui viennent possiblement contribuer. Avec après clairement un repositionnement au niveau de la définition de la performance de l'entreprise. Autant il fut un temps, la performance c'était la rentabilité. Maintenant, je pense que là, certes, il y a la rentabilité, mais il n'y a pas que ça. On a affaire à des jeunes talents qui arrivent sur le marché du travail, qui ne sont pas du tout animés comme moi je pouvais l'être, ou en tous les cas les gens de ma génération. Les gens de ma génération, ils arrivaient dans une entreprise, ils faisaient carrière, ou mes parents, ils restaient dans l'entreprise du début jusqu'à la fin, quoi. Là maintenant c'est terminé, c'est plus du tout ça. Moi les gens, c'est moche, hein, mais de mon temps. C'est encore contemporain, je te rassure. Du temps de mes parents, je veux dire, ça m'arrange. Ce qui comptait, c'était l'argent. Mais ça, c'est fini, ça. On sait qu'il y a un effet de satiété avec l'argent, qu'à un moment donné, ce n'est pas ça qui suffit à retenir les talents. Qu'est-ce qui va les retenir? C'est l'alignement de l'entreprise avec les valeurs de l'entreprise, avec la valeur du jeune salarié. Et pour le garder,
ce n'est pas uniquement avec l'argent qu'on le garde. Donc, on a un vrai problème, d'abord pour les recruter. Les entreprises ont du mal à aller chercher les talents pour qu'ils viennent candidater sur des postes et puis les garder. Les garder parce que c'est terminé cette idée voilà, du salaire. Non, c'est aussi les perspectives d'emploi qu'il va y avoir, la possibilité de laisser à la personne déployer sur son lieu de travail son potentiel. C'est le sens que ça a, la signification, les sensations au travail, la direction que prend la carrière. Ça, c'est super important et il y a des liens très forts, moi, je trouve, avec la psychologie existentielle. Donc, telle qu'elle est défendue, entre autres, par Mike Steger au Canada. Et donc, il y a vraiment, là en ce moment, je trouve qu'il y a tout plein de choses qui se télescopent avec, pour le coup, des nouveaux défis pour l'entreprise. Ça, c'est évident. On a, déjà, moi, je trouve la capacité à attirer les talents et à les garder, ça, je trouve que c'est un facteur de performance. Alors, pourquoi c'est un facteur de performance? Tout simplement parce que solliciter un cabinet de recrutement, ça coûte de l'argent. Donc, recruter quelqu'un, c'est cher. Quand la personne est recrutée, elle n'est pas tout de suite productive. Donc, il faut toujours un temps d'adaptation. Donc, l'entreprise investit sur le salarié. Donc, si jamais le salarié doit s'en aller, il faut tout recommencer, quoi. Donc là, pour le coup, ça coûte très cher et du coup, il vaut mieux trouver des solutions pour garder les jeunes dans l'entreprise, ça c'est certain. Mais donc, ça veut dire que l'entreprise s'inscrit dans une logique durable. Or, dans certaines entreprises, la vision, elle est à court terme ou à moyen terme. Et là, c'est vrai qu'il y a vraiment des choses, je pense, à repenser au niveau de l'entreprise. Alors, moi, après, c'est là où faut faire extrêmement attention à ce que quelqu'un comme moi peut dire, parce que je suis plutôt sur l'axe chercheur. Moi, je ne suis pas un vrai opérationnel qui a été sur le terrain de l'entreprise et qui a vécu des problématiques d'entreprise. Par contre, je travaille avec des personnes qui ont été de vrais opérationnels et c'est vrai qu'il y a quand même une véritable révolution qui s'est faite. Et puis, les demandes qu'il y a sur les interventions, par exemple, comment motiver un salarié, d'une manière générale, les personnes qui me font cette commande-là, ils s'attendent à ce que ce soit la diminution du temps de travail, que ce soit les salaires, que ce soit les primes. Or, la réponse, ça ne va pas être ça, ça va être la possibilité de perspective, ce sera le sens que ça a, l'alignement des valeurs, le greenwashing, le coût que ça a. Donc, c'est compliqué en ce moment quand même. Oui. Pour l'entreprise. Ce que j'entends, en fait, ce que tu nous dis, entre autres, c'est qu'il y a tout un accent qui doit être mis sur le sens, entre autres, puis pour lequel la psychologie positive a beaucoup de réponses à offrir. Sur l'engagement aussi, pour lequel on parlait de tous les travaux d'Arnold Becker par rapport à tout ça. Il y a toute une question de motivation, entre autres de motivation intrinsèque, pour laquelle des théories comme la théorie de l'autodétermination donnent des réponses très intéressantes aussi. D'ailleurs, il y a le livre qui vient d'être paru par Jacques Forêt sur la motivation, qui offre des réponses extrêmement intéressantes à ce niveau-là aussi. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça rejoint vraiment je pense, en fait, d'abord la vision que j'ai, puis aussi les préoccupations qui m'apparaissent centrales actuellement au niveau international dans le milieu du travail. Ce que tu expliques, que tu évoques en France, c'est des choses qui sont vécues aussi de notre côté. C'est un copier-coller pratiquement. Oui, mais chez nous, ça prend plus de temps, tout simplement parce qu'il y a énormément de littérature anglo-saxonne. Mais avant que ça infuse en français, dans la culture française, il faut beaucoup de temps. Et ne serait-ce que, là, je reviens sur l'école de psychologues praticiens de Paris. En 2018, ils n'avaient jamais entendu parler de la théorie de l'autodétermination, les étudiants. Ouais. C'est quand même dingue, quoi, parce que l'engagement du patient dans sa thérapie, si derrière, on ne passe pas ça à travers le prisme de la théorie de l'autodétermination et de soutenir une motivation autodéterminée du patient, je trouve qu'on passe à côté de beaucoup de choses quand même, surtout quand on s'intéresse à l'alliance thérapeutique, à des choses comme ça. Donc, mais ça prend, je pense que ça prend effectivement beaucoup de temps. Alors, maintenant, dans le domaine de la psychologie positive, jusque dans les années 2010, il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages en français.
Le premier ouvrage vraiment qui est sorti, c'est en 2009. Si on parle vraiment de psychopositive, hein, parce qu'après, il y avait des ouvrages, par exemple, les stratégies mentales de la réussite, qui est sorti dans les années 90, Guy Missoum, lui, il faisait déjà de la psychopositive avant même que la psychologie positive existe, quoi. Et lui, il est vraiment, il vient de la psychologie du sport, mais appliquée à l'entreprise. Il était déjà là-dessus, hein. La psychologie positive, on dit qu'elle est née en 2000, ou en 98 avec l'élection de Marty Seligman, mais en fait, les prémices étaient déjà là avant. Ouais, tout à Euh, fait. Enfin, soyons honnêtes, il y avait énormément de choses. Les travaux de Mhm. Bob Vallerand sur la motivation, sur le modèle de la théorie de l'autodétermination, d'Essi et Ryan, enfin, il y avait énormément de choses avant qu'on parle de psychologie positive. Ouais. Donc Les voilà. travaux d'Iner aussi sur le bien-être, Oui, oui, il y entre avait. autres. Là, c'est juste que bon, il y a eu un moment où je pense que la société civile, les académiques, tout le monde était mûr pour entendre parler d'autre chose que de la prise en charge de la maladie, de la thérapie, mais aussi justement du fonctionnement optimal. Donc, et ça, moi, je souscris effectivement à ça. Alors, fonctionnement optimal, fonctionnement maximal, des fois, c'est vrai que là, ça dépend. Et forcément, derrière les problématiques qu'il va y avoir liées au stress, ça, je pense que c'est une problématique assez forte quand même en environnement de travail, mais en mettant en face aussi le bien-être. Donc, avec quand même des travaux. Là, on a quand même pas mal de choses hein, qui montrent comment on peut s'inscrire aussi dans des logiques de prévention primaire, quoi. Et Tout ça, à fait. c'est quand même quelque chose d'intéressant. On était quand même longtemps sur la lutte contre le stress, entre guillemets. Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est une aberration parce que pas de stress, pas de perf. Hein, moi, c'est ce que je répète à mes étudiants. Le stress, c'est quand même un facteur d'adaptation. Celui qui n'a pas de stress, c'est qu'il ne s'adapte plus à un moment donné. Donc, le problème, il n'est pas là. C'est quand il y a trop de stress ou quand on n'arrive pas à récupérer du stress, ça c'est autre chose, quoi. Mais bon, on a quand même eu pendant très longtemps cette logique de compréhension, comment le stress il impacte, et puis de prise en charge une fois que le stress s'est déclaré. Je trouve que l'une des révolutions à laquelle a contribué la psychopositive, c'est tout ce qui est prévention primaire, notamment avec les travaux sur Job Demand Resource, qui ont envisagé pour Chauffelli, sauf erreur de ma part, comme l'un des modèles potentiels qui permettrait de mettre en place des politiques de prévention du burn-out ou du stress. Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose que la psychologie positive peut offrir, qui se traduit après en leadership engageant, Mhm. en playful job design, enfin des choses qui ont été mises en évidence d'un côté par l'équipe hollandaise et puis de l'autre, de votre côté au Québec, avec un management par les forces. Et puis, la transposition du modèle de l'autodétermination dans l'environnement de travail, bon, ça c'est sûr que là, il y a énormément de clés qui permettent de comprendre et d'intervenir. Tout à fait. Ça, avec les travaux aussi en Australie qui sont faits à ce sujet-là. Euh, Écoute, j'ai vraiment une dernière question pour nous permettre de conclure. Charles, je me demandais comment tu vois le futur de la psychologie positive, peut-être particulièrement en contexte organisationnel. Qu'est-ce qui nous attend? Vers où on s'en va? Est-ce qu'il y a des défis en particulier? Puis, en complément, qu'est-ce que tu recommanderais aux jeunes chercheurs, aux étudiants, peut-être aussi aux jeunes professionnels qui s'intéressent là, à la psychologie positive dans ce cadre-là? Je pense qu'en termes de défis, moi j'aurais tendance à considérer que l'éco-anxiété, la collapsologie, je trouve que, alors il y en a qui disent collapsologie, il ne faut pas dire. Bon, ok, on a peur de l'effondrement, enfin, tout ce qui touche aux peurs avec l'évolution de la planète, la pollution. Là, il y a un vrai sujet, je pense, pour comprendre comment ça impacte les personnes, se rendre compte à quel point ça impacte les personnes et comment l'entreprise peut être partie prenante, c'est-à-dire comment l'entreprise va pouvoir mettre en place des politiques de développement durable qui permettent qu'il y ait un alignement entre ce qui sera demandé aux jeunes salariés et les valeurs des salariés. Donc, ça va passer par des circuits courts dans tout ce qui est alimentation, tout ce qui est biodégradable, tout ce qui est, enfin, ainsi de suite, tout ce qu'on peut imaginer en termes de protection de l'environnement. Donc voilà,
À mon avis, ça, c'est un vrai défi parce que ça va impacter aussi la fidélisation des jeunes, ça va impacter le recrutement, avec sans doute des nouveaux métiers à inventer. Là, quand on voit GPT, avec tout ce qui est intelligence artificielle aussi, c'est pareil. Ça va être un… On ne peut pas aller contre. On ne peut pas aller contre, on est obligé d'aller avec. Donc, il y aura d'un côté l'éducation. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et puis, comment on peut s'en servir? Parce que là, la question, ça va être de s'en servir avec les perspectives que ça va ouvrir. Donc là, il y a des vraies choses à développer. Et puis, tout ce qui va toucher aussi au développement des ressources, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, en sortie de confinement, qui ne vont pas très bien, pour qui il y a des vraies questions qui sont posées sur le sens à la vie et pour lesquelles se posent des problématiques de identification, développement des ressources auxquelles participent tes travaux sur les forces de caractère. Donc voilà. Après, les conseils pour les étudiants, j'aurais tendance à leur dire d'être bons sur tout ce qui est méthodo et stats. Alors, pourquoi? Parce que je pense qu'une des voies de développement dans le domaine de la psychologie positive et ce qui est en lien avec sa contribution à la société, c'est la création de nouvelles interventions pour développer les ressources. Donc, bien sûr, mais derrière, ça veut donc dire évaluer les effets des interventions. Et évaluer les effets des interventions, ce n'est pas juste faire un test avant, intervention, test après, et super, ça a marché. Non, c'est plus compliqué que ça. On l'a vu avec l'étude de Marine Miglianico, où là, c'est vraiment là, c'est une illustration parfaite, quoi, savoir est-ce qu'il y a un effet ou pas, est-ce que cet effet il est prolongé dans le temps et quelle est la plus-value de cette intervention. C'est quand même extrêmement complexe à mettre en place. Donc là, tes étudiants, ils ont de la chance parce qu'avec un peu de chance, ils pourront voir Marine qui pourra leur expliquer, au même titre que toi, tu pourras leur expliquer toute la complexité que ça relève. Et c'est extrêmement compliqué finalement l'évaluation d'une intervention. Donc ça, je pense que c'est un point intéressant. Et puis du côté des professionnels, j'aurais tendance à dire que ce que permet la psychologie positive, c'est d'avoir une approche intégrative, c'est-à-dire différents champs théoriques qui vont s'agréger pour potentiellement expliquer des mêmes phénomènes. Alors, sur le terrain, on pourrait dire, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, pour moi, c'est super important, en fait, parce que, et d'ailleurs, ça vaut aussi dans le domaine de la psychothérapie, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné quelque chose qui est donné à voir. Ce qui est donné à voir, on peut le questionner à travers le prisme de différentes théories. Plus on a une culture importante en termes, en termes scientifiques, sur des théories potentielles, sur l'engagement, sur la théorie de l'autodétermination, sur le modèle expectation-balance, pourquoi pas, sur les modèles de valeur de Schwartz et ainsi de suite, plus on peut questionner ce qu'on observe pour essayer de formuler des hypothèses pour poser derrière un potentiel diagnostic et envisager une prise en charge ou une politique, en tous les cas, au niveau de l'entreprise. Plutôt que de dire, si on observe ça, c'est à cause de ça. Bon, ça, je pense que en France, à l'école, c'est ça. Hein. L'élève n'y arrive pas, c'est parce qu'il ne fait pas d'efforts. Voilà. On est d'une manière générale, je schématise évidemment, et c'est toujours très caricatural de faire ça, mais n'empêche que d'une manière générale, dans 60-70% des cas, c'est comme ça que ça s'explique. On sait bien que les choses sont bien plus complexes que ça, et je pense que c'est les approches par la complexité qui sont prometteuses pour des professionnels. Et ça va dépendre de la qualité de leur formation, de leur curiosité aussi, d'aller questionner les différentes choses qui peuvent exister. Et donc nous, de notre côté, notre capacité à communiquer des choses, à expliquer des choses complexes, mais simplement, de manière à attirer les gens, leur donner l'appétence pour ces domaines théoriques qui, si on ne fait pas attention, ben, ça reste théorique. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça infuse sur le terrain, ça infuse sur la recherche, ça infuse sur la pratique, et qu'au final, bah, ça contribue à la société, bien sûr. Absolument. Écoute, je trouve ça extrêmement intéressant de t'entendre à ce sujet-là. Puis je pense qu'on a justement de nombreux défis qui nous attendent. Puis les préoccupations que tu mentionnes, les perspectives aussi que tu mentionnes, je pense que ça reflète effectivement là, les défis contemporains.
Donc, j'ai très, très hâte de voir qu'est-ce qui nous attend, puis comment on va être en mesure, là, en tant que chercheur, en tant qu'étudiant, puis aussi en tant que professionnel, de mettre ensemble toutes nos connaissances, nos compétences à ce service-là. Donc, écoute, je te remercie énormément, Charles, d'avoir été avec nous. C'est un privilège, je le mentionne, de t'avoir avec nous. Puis, écoute, ça va être un plaisir de te revoir. Ça va être un plaisir aussi de te suivre là, à travers les conférences, les prochains articles. Puis, pour les personnes qui sont intéressées à en savoir plus sur toi, ben, tu sais, je mentionne que tu fais un blog notamment, puis que tu diffuses là, régulièrement là, à la fois tes connaissances puis celles des autres en psychologie positive. Donc, c'est une invitation. Ah, j'ai même un site maintenant. Ma fille m'a fait un site. Elle s'est occupée de faire un site. Alors, mettre des choses régulièrement, joker. Mais je vais essayer. En tous les cas, ben, moi aussi, ça a été un vrai moment de plaisir. Là. Enfin, ça fait presque 1 heure et demie qu'on est ensemble. Je ne reviens pas parce que j'ai pas vu l'heure passer. Enfin, là, j'ai pas vu le temps passer du tout. Alors, merci beaucoup aussi pour cette invitation, pour ces échanges. Moi, évidemment, hein, c'est des choses qui me passionnent, quoi. Donc, ben, j'espère à bientôt pour avoir un plaisir d'échanger encore. C'est un plaisir partagé. Merci encore, Charles. Au revoir. Au revoir. Nous espérons que cette classe de maître a permis de vous inspirer pour la mise en application de la psychologie positive en contexte organisationnel. Si vous souhaitez en connaître davantage, n'hésitez pas à consulter notre recueil de ressources, section Travail et organisation. Vous y trouverez des suggestions de lecture et des vidéos sur différents thèmes. Nous vous donnons rendez-vous pour l'écoute de votre prochaine classe de maître.